Salut à tous, c'est Baba ici pour un nouvel épisode de Versus et aujourd'hui je suis avec un coach, pas un boxeur parce qu'on a commencé la saison avec pas mal de boxeurs. Et là je suis avec un entraîneur, un formateur de grands champions qui est à Paris depuis une bonne dizaine d'années maintenant, c'est Rodrigo Alamos. Salut Rodrigo. Salut Baba. Merci d'avoir accepté l'invitation, ça fait Merci plaisir. à toi de m'avoir invité. Écoute, c'est impeccable, on va pouvoir retracer ton parcours un petit peu et ça va permettre de raconter aussi un petit peu une histoire des sports de combat français puisque ça part quand même sur plusieurs décennies maintenant. C'est ça. Et donc, il y a pas mal de choses à raconter. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les plus jeunes, peut-être, qui ne te connaîtraient pas, en quelques mots? En quelques mots, donc Rodrigo Alamos, entraîneur depuis 25 ans. J'ai aussi une carrière modeste de combattant, trentaine de combats, 35 combats. Voilà, je suis originaire de Bordeaux où j'ai commencé à enseigner dans le club Impact Aquitaine. Et comme tu viens de dire, ça fait 10 ans que je suis sur Paris. Au départ, j'ai fait quelques clubs et là, je suis depuis 7 ans au club Doménil et depuis cette année aussi à l'US Métro. Ok. Bon, bah écoute, ouais, effectivement, bon, on viendra sur ton parcours et l'arrivée sur Paris, mais comme tu l'as dit, ça a déparé à Bordeaux, ton histoire. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter, c'est quoi ta première rencontre avec les arts martiaux? Ma première rencontre, c'est mon beau-frère en fait qui est pratiquant de Muay Thai, qui fait aussi de boxe anglaise. Et donc j'ai suivi un jour à la salle et voilà, l'Impact Aquitaine où j'ai après je me suis formé et puis enseigné aussi et voilà, ça a démarré comme ça à l'âge de 16-17 ans. Ok, c'était qui le coach là-bas à l'époque? C'était Stéphane Barrère qui est toujours actif dans la ligue de boxe française là-bas à Nouvelle-Aquitaine. Et donc voilà, Stéphane Barrère, il y avait aussi de grands champions déjà à l'époque. Voilà, Boukidi, Dukou Tumani aussi, sa femme aussi Joséphina, qui étaient des élites en boxe française. Il y avait un gros pôle de boxe française aussi à l'époque là-bas. D'accord. Donc toi, la savate, c'est par ça que tu commences? C'est ça, ouais. De base, dans le club, je voulais pratiquer le Muay Thai. Ouais. Il y avait du Muay Thai, mais c'était beaucoup de loisirs, et donc forcément, je voulais un peu en découdre et boxer. Et les seules compétitions que nous proposait le coach, c'est la savate, et aussi la boxe anglaise. Et donc voilà, je commençais par la savate, deuxième série, première série, je fais des combats, je fais des championnats. Ouais. Donc c'était bien, c'était cool. C'est une très bonne école, la boxe française. Je me suis formé aussi, brevet d'État, j'ai passé mes diplômes, j'ai formé aussi des champions, j'ai des champions d'Europe, des champions de France, des gens en pôle France, des champions du monde, un champion du monde aussi. Donc voilà, j'ai quand même un bon parcours en boxe française. Ouais, bah c'est un gros sport, comme je dis toujours, moi c'est une des meilleures écoles de formation pied-point, je trouve, si ce n'est la meilleure. Mais on va peut-être, voilà, tous ceux qui nous regardent, ils sont fans on de peut en Muay. débattre et moi je suis à peu près de ton avis. Moi je trouve que par rapport à plein de choses, moi j'ai appris très tard. J'ai fait de la savate dans ma trentaine, parce que j'avais un collègue qui en faisait. Il m'a appris beaucoup de choses sur les décalages et tous les débordements, j'ai kiffé. Et je me suis toujours dit, si j'avais appris ça avant, ça aurait pu être vraiment sympa pour boxer avec ce genre d'enseignement-là. Donc là-bas, c'est un club multisport. C'est ça, oui. Tu fais savate, boxe anglaise, et ensuite le Muay Thai. Et comment du coup tu arrives à faire la transition avec le Muay Thai? Le Muay Thai, comme tu viens de dire, tu vois, la boxe française, ça avait une richesse stratégique, technique aussi, où ça demande une rigueur au niveau de la fluidité, au niveau de la stabilité et puis de la précision. Ouais. Donc à partir de là, moi, le Muay Thai, j'ai fait la transition. Déjà, je suis parti 2 mois en Thaïlande étudier le Muay Thai, moi tout solo avec mon calepin, je notais tout, etc. J'étais quand même assez studieux par rapport à ça. Je voulais vraiment apprendre le Muay Thai parce que c'est ma première envie. Et du coup, après, j'ai fait des liens. Tout s'est resserré, en fait. En Muay Thai, pour moi, c'est la même chose, mais beaucoup plus compact. Ouais. Tu vois, le déplacement, l'attitude, même le mouvement que tu peux avoir, il y a des choses similaires à la boxe française, mais tout est plus compact. Donc, à partir de là, j'ai fait la transition. Ok. Et à partir de quand tu fais la transition en Muay Thai, c'est tout de suite tu pars sur des combats ou alors t'es déjà plus en fin de carrière et du coup c'est plus dans l'optique de coacher? Je voulais combattre. J'ai combattu 2 fois en Muay Thai. Ouais. Voilà, en amateur, très peu. Voilà, c'est pas. Puis une fois en Thaïlande à 36 ans. Ouais, t'as fait un petit dernier kiff. 37 ans, je me rappelle plus. Ouais. Et puis voilà. Après voilà, j'avais quand même des très bons boxeurs à la salle, amateurs au départ. Ouais. Et voilà, ça a motivé, vraiment de perfectionner, voilà, de commencer à vraiment travailler sur une vraie méthodologie d'entraînement sur le Muay Thai, le corps à corps que j'affectionnais beaucoup aussi. Je suis voilà, quand je portais en Thaïlande, je pratiquais beaucoup de corps à corps parce que c'est quelque chose qui
qui était essentiel au Muay Thai. C'est vraiment l'essence du Muay Thai. Quand tu vas dans les stadiums, à l'époque, Raja Lumpini et le Lumpini, tu vois, c'était quand il y avait des séances de corps à corps, et c'était incroyable. Donc voilà. Et puis j'étais bercé aussi par les vidéos qu'on retrouve plus, les VHS qu'on retrouve ici dans le 13e. Exactement. Je me rappelle, Farid Video me disait, voilà, tu vas trouver des vidéos, et je partais. Et puis voilà, on regardait ça, et puis le corps à corps, c'était incroyable. Ouais, moi c'est une technique en tout cas, c'est ma technique préférée en Muay Thai de toute façon. Le PAM, c'est ce que j'aime le plus, donc et c'est ce qui différencie pour moi en plus du reste des sports pieds-points. C'est là justement tu vas faire ta différence quand t'es en Muay, donc ça va donner des armes intéressantes. Donc ouais, à partir de là, toi t'étais rentré à l'Impact en tant qu'élève, et tu finis par reprendre la salle. C'est ça. C'est à quel moment ça à peu près? C'est vers 25 ans, ouais. Vers 25 ans. Mon coach a décidé d'arrêter, il en avait marre, donc il avait 45, il a dit vas-y j'arrête, je te laisse la salle. Donc c'était quand même une belle association, il y avait quand même à peu près entre 180 et 200 adhérents, tu vois, entre la boxe française, le kickboxing et la boxe anglaise. Et puis voilà, moi je me suis dit ok, let's go. Puis à partir de là, je me suis donné à fond en fait. Mon objectif c'était vraiment de devenir un entraîneur professionnel. Voilà, j'ai pas forcément eu des études qui me permettent de dire vas-y je vais faire ça, je vais faire ci. Donc je me suis dit vas-y à fond. Je passais mes diplômes. J'ai aussi créé mon emploi dans une association parce qu'à l'époque il y avait des emplois jeunes. Donc je me suis fait un emploi jeune. Donc j'étais embauché par l'association et directement j'ai passé mes diplômes. Et tout en entraînant, je me suis auto-formé. Je suis parti dans des clubs, je venais à Paris aussi, prendre de la science aussi par rapport à des entraîneurs qui étaient connus que je reconnaissais. Et puis voilà. Non, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'humilité quand même. C'est pas facile de reprendre une association comme ça aussi grosse. Ouais, c'est devenir l'entraîneur principal et en plus d'avoir sûrement des compétiteurs et de se dire que tu vas essayer de faire passer un step. À ce moment-là, vous êtes toujours très multisport. Est-ce que après, à partir de ta direction, vous spécialisez un peu plus sur le Muay Thai ou tu continues quand même Non, j'enseignais tous les cours. Ouais. J'ai toujours baigné dans ce que pluralité de discipline. C'est-à-dire voilà, tu vois, je faisais un cours de boxe anglaise que je kiffe aussi. Et j'avais un très bon entraîneur de boxe anglaise à l'époque à Bordeaux. Et voilà, boxe française, c'est ça la base. Et puis après le Muay Thai, toujours me perfectionner, donc je transitionnais à chaque fois sur les disciplines. Et j'ai toujours été comme ça en fait. Ok, d'accord. Et du coup à Bordeaux, la team elle a fini par grandir parce que c'est vrai quand même que même si il y a une grosse vocation associative, forcément tu fais de la formation, ça c'est sûr. On est aussi dans ce sport-là pour faire de la compétition et pour avoir des compétiteurs. Tu as commencé à en avoir pas mal. Un des premiers noms qui me vient en tête, et je crois il s'est installé dans le sud en fin de carrière, c'est Sébastien Ocaña. Tout à fait. Ouais. Justement, j'allais t'en parler. Sébastien Ocaña, c'est un des compétiteurs qui venait de la team Mamouti. Ouais, chez Nordine et Mamar. Comme je connais depuis ce temps-là. Donc voilà, il veut s'installer parce que il avait son boulot, hein, il était agent EDF, et donc il veut s'installer sur Bordeaux. Voilà, c'est vrai que c'est un des départs. J'avais quand même déjà une team amateur qui était pas mal, mais lui il a ramené une plus-value et aussi ça m'a permis aussi de me connecter au haut niveau et me remettre en question à chaque fois. Et avec lui, j'ai réussi à grandir aussi en tant qu'entraîneur. Donc chaque boxeur m'a permis d'évoluer. Sébastien Ocaña, et après il y a eu Willy Borel. Willy Borel, il y a eu les boxeurs aussi de haut niveau que j'ai eu en boxe française. Yannick Mouret, qui a été champion du monde. Qui d'autre? Il y a eu aussi Alberti. Ouais, je l'en parle. Attention, on va y revenir, mais pour moi c'était important parce que il me semblait, ce que j'avais compris en tout cas, c'est que Sébastien Ocaña, ça t'avait permis de passer ce step-là. Un step-là où vas-y, là c'est du sérieux et je dois vraiment m'entrer dans un rôle d'entraîneur et voilà, ne pas faire de me former efficacement, quoi. Ouais. Encore une fois, l'humilité de l'apprendre. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Il y a beaucoup de coachs, pour eux, c'est bon, tu vois. S'ils ont vu ça faire, ils vont pas spécialement chercher de la formation, et ça donne des fois des. Je pense que c'est l'essence de l'entraîneur. Ouais, jamais rester à sa place, toujours essayer d'évoluer. Un étudiant, ouais. T'as parlé de Willy Borel, pour moi aussi, je pense que c'est un boxeur important, marquant en tout cas pour moi de Bordeaux. Moi,
Sébastien Ocaña, c'est plus vieux. Moi, je suis de 84. Ouais. Donc, c'est des mecs que je savais qui boxaient parce que je voyais son nom passer dans les magazines, Ouais. des trucs comme ça. Willy Borrell, même s'il est plus vieux que moi, là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus de ma génération. Tu vois, Ouais. moi, j'ai beaucoup vu. Et comme je m'intéresse à tout, moi, je l'ai vu boxer en full, par exemple, tu vois. C'est ça. Et donc, lui, quand tu récupères Willy, c'est un combattant de full. C'est un combattant de full, ouais, tout à fait. Ouais. Full, après, ben voilà, je l'ai adapté Kawan. Muay Thai, il a boxé des grands noms aussi en Muay Thai, des Thaïlandais, Joan Fovo. Bah, comment tu fais, comment tu ramènes un combattant de full, même si c'est un combattant d'élite? C'est quoi les clés pour le ramener, pour le transformer, en fait, en Akmoé? Ben écoute, après, c'est exactement ce qui se fait entre lui et moi. Moi, j'ai une méthode aussi, j'ai peut-être une façon d'expliquer, de mettre Ouais. en place des choses de manière à ce qu'il capte vite. Et puis après, c'est toujours entre l'entraîneur et l'entraîné. Ouais. Tu peux changer de discours avec un, tu vois. Et donc après, voilà, c'est moi qui ai réussi à trouver des clés avec certains. Et parfois, j'ai pas réussi. Ouais. Ou alors, parfois, ça met plus de temps. parce que voilà, mais c'est vrai qu'avec Willy, comme c'est un gros bosseur, c'est un mec c'est un incroyable bosseur, très physique. Voilà, le corps à corps, c'était compliqué pour lui. Ouais. Mais on a eu quand même à travailler des phases intéressantes et qui a réussi à sortir sur des fights. Et puis voilà, et puis je travaille aussi sur les points forts des gens. Ouais, Où vraiment. je tourne autour de ces points forts et j'évoluais sur ça. Ouais, lui, c'était un gros physique, c'est un combattant qui était connu pour ça. Ouais. Il a fait des grosses guerres. Il C'est a ça, fait ouais. lever les foules, hein, contre Johan Fovo, notamment. Tu vois, il a fait Favo, des trucs. Abdelhamabel en Turquie, après voilà, vraiment des gros fights. Des Ouais. gros souvenirs avec Willy. Ouais, c'est clair. Après, t'as une génération qui arrive, et c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que c'est là où tu vois... Moi, je dis toujours, chaque grand coach français, dont tu fais partie, je pense, hein, parlant d'humilité, mais on dit aussi la vérité, Merci. a une génération, tu vois. Ouais. T'as pas un seul gars. D'un seul coup, t'en as 4. Donc toi, t'es là, tu fais tranquillement tes affaires. Surtout nous, tu connais les Parisiens. Ouais. On est hyper auto-centrés. Nous, c'est Paris. Ouais. Les autres, vous êtes Je bien sais. gentils, mais... Quand on est arrivé à Paris, Ouais. regardez en trois. Sauf que t'entends un mec, deux mecs, trois mecs de Bordeaux, trois jeunes qui disent, oula, attends, c'est Ouais. pas possible, tu vois. Moi, le premier mec qui m'a marqué de cette génération-là, c'est Albert Shea. Alberti, ouais. Ouais. Parce qu'on avait un prodige ici, nous, qui s'appelle Mounir Bouti. C'est ça. Tu vois. Et nous, Mounir, on se dit, franchement, lui, on entend parler depuis qu'il a 14, 15 ans, tu vois, formé par Guillaume Kerner. On le voit évoluer en classe D, classe C, classe B, surclasse tout le monde, tu vois. Classe A, champion de France, easy. Et moi, je dois faire une guerre contre un mec que je connais pas du tout. Ouais. Albert Shea. Alberti, Tu ouais. vois. Et je vois un combattant qui a l'air meilleur techniquement que Mounir. Et je pensais pas qu'il y avait un mec comme ça en France, la vérité. Le seul que je voyais dans la catégorie qui était aussi bon techniquement ou meilleur, c'était Khalid Bibi, à mon Khalid sens. Bibi, ouais. À mon sens, tu vois. Et comment ça s'est passé avec Albert Shea? Est-ce que tu l'as récupéré petit ou est-ce qu'il est arrivé lui aussi dans notre sport? Non, il est arrivé plus tard. Hein. Lui, il a commencé, il a fait ses classes à Châteauroux. Donc, Ok. il a les Châteauroux de base. Et puis, on s'est connus. Voilà, on s'est dit, ouais, ça se matche bien et tout, etc. Et puis, il est venu à Bordeaux. Ok. Et je lui ai proposé justement de venir à Bordeaux parce que justement, il stagnait un petit peu dans sa salle. Et justement, par rapport à la première rencontre de Mounir Bouti qu'il avait perdu, Ouais, qu'il avait perdu, ouais, à exact. Ouais. Villebon, je crois que c'était à Villebon. Ouais, je sais plus, je me rappelle Ouais, plus. Juste Temple. que Mehdi, Ouais, je me rappelle plus à peu près de leur short. C'est un peu bizarre, hein, mais, Ouais. mais je sais plus où c'était. Ah ouais. Ouais. Et donc après, il a décidé de venir à Bordeaux, donc moi j'ai aidé à s'installer. J'ai même fait un emploi jeune, c'est pareil, tu vois. Ouais. J'ai aidé les boxeurs. Moi, c'était vraiment un kiff de partager tout ça avec mes boxeurs. Et donc voilà, donc on s'entraînait dur, matin, soir, ensemble. J'étais encore en forme, bien sûr, j'étais plus jeune, Ouais. et donc je m'entraînais aussi avec lui. Et ouais, c'est vrai qu'il y avait un très très bon bagage technique. Il manquait la puissance, il manquait voilà, J'avais l'explosivité. demandé qu'est-ce que tu lui as apporté, justement. Je lui ai apporté ça, la puissance, aussi la connexion stratégique aussi. Il avait déjà une très bonne, mais après j'ai rajouté une plus-value. Ouais. Et puis voilà. Et puis après, c'est vrai que la deuxième fois qu'on a pris Mounir Bouti, c'était à Saumur, si je me Ouais. rappelle bien. Et là, il avait gagné, ouais. Ouais, là, il avait gagné, ouais. Il avait C'était un gagné. combat très serré, hein. C'était un combat très Ah ouais, disputé et c'était tout, un mais. super combat. Ouais. C'était Mais magnifique. un beau combat. Et De petite taille, nous on disait c'était de petite taille en ouais, France. c'est ça. Vraiment. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, c'est là que tu vois après qu'il y a un impact, qu'il y a un style, on comprend qu'à Bordeaux, il y a des combattants techniques, il y a quelque chose qui se dégage. Ouais. Parce qu'après ça, on a Aziz Lali aussi qui C'est arrive. Lali qui arrive, en même temps que Damien. Ouais, il y a toute cette génération-là. Aziz Lali, c'est justement Damien, Aziz étaient collés à Albert. Donc forcément, Albert déteignait sur eux Ouais. par rapport à tout ce qui est technicité. Vice aussi, parce qu'Albert, c'est Ouais. une boxe assez vice-larme.
et avec moi à côté qui a une boxe un peu plus dure, un peu plus explosif, un peu plus dans le corps à corps aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment une génération où après derrière même ça a traîné sur les amateurs et puis il y a quand même des très très bons jeunes qui ont suivi derrière. Et voilà, c'était super. Ouais, non, tu vois que c'est des combattants qui sont forts. Et en plus, ils ont été forts très jeunes. Moi, il y a plein de gens qui disent, Aziz Hlali, il y a plein de gens qui disent c'est quand il a battu Bobo Sacco, qui l'ont vu. Moi, c'est quand il a battu Modibo Diarra. Parce que Modibo, je savais qu'il était très très fort. Je savais, en plus en K1, tu vois. Ouais, en K1. Et il était vraiment fort. Il venait de la savate, lui aussi. C'est ça. Et moi, je l'estimais beaucoup. Ouais. J'estime toujours, hein, s'il regarde d'ailleurs. Ouais. Mais moi, à l'époque, en tout cas, quand il boxait, je disais, lui, il est super fort. Donc, quand j'ai vu un petit jeune de 18 piges qui vient du Mouet et qui le bat, je dis, oula, lui, c'est quelque chose. Et derrière, il a fait la carrière qu'on lui connaît, quoi. Ce jour-là, il y avait Aziz qui a battu Modibo, mais aussi il y avait aussi Clément Bibar qui avait battu Mohamed Gadawi. Ouais. En K1 ou en kick, je crois que c'était ce jour-là. Ouais. Ouais, donc j'avais quand même, c'est vrai, c'était bon, cette génération, il y avait des prodiges, il y en a d'autres, hein, qu'on peut citer, parce qu'il y en a certains que j'ai croisés. Moi, il y avait Fares Béchard que j'ai vu aussi, qui a fait une très belle carrière. Chez les féminines, t'as Sandra Sevilla. C'est ça, Sandra Sevilla. Franchement, elle battait tout le monde, tu vois. Ouais, c'était une des élites, des élites françaises pendant bien 4-5 ans, hein. Elle était là, elle faisait là, elle boxait en Thaïlande, elle a pris des WPMF, elle a boxé des gros combats thaïlandais. Grosse ceinture et tout, ouais, elle a fait des gros combats. Il y a aussi un combattant que j'ai aidé un adversaire à préparer, Mohamed Bouchara, parce que c'est Thibaut Dufil. Ouais, Thibaut Dufil. C'est un moment où Mohamed, il était avec nous, donc la trilogie, il l'a fait quand on est ensemble, en fait. C'est ça. Vois, donc, on a fait pas mal d'heures, on a passé pas mal d'heures à préparer Mohamed pour le style de Thibaut. Thibaut, le premier combat contre Bouchareb, il avait 17 ans. Ouais, il était tout jeune. Hein. C'était passé à l'époque, mais bon, faut pas le dire. Ouais, il faut ce qu'il faut. Puis après, un dernier que je vais citer avant de parler d'Amiens, ça va être Ayoub El Kaïdar aussi, qui a fait Ayoub, qui est maintenant entraîneur. Je suis fier de lui, c'est un bon gars. Ayoub, lui, c'est quand même très affectif. Parce que quelqu'un qui est arrivé du bled, pas trop donc le club lui a donné un cadre, tu vois, c'est quelqu'un qui, sans être méchant, mais qui aurait pu filer sur des routes un peu plus glissantes. Et donc moi, je lui ai filé un cadre, je l'ai fait performer. C'était quelqu'un de très explosif. C'était électrique. C'est ça, on l'a appelé électrique. Ouais, avec des belles jambes. Des high kicks de malade. Il a mis des KO incroyables. Ouais, vraiment. C'était violent parfois. Et donc voilà, Ayoub, il a battu du moment. Il a fait un très très gros combat contre Sam A. Ouais. J'avais fait boxer à Bordeaux, j'ai fait venir Sam A à Bordeaux. Il avait boxé, gagné le combat. Et non, trop, je dis calme-toi, tu as un combat, faut pas que tu prennes une high kick. Et il prend le high kick. Donc il perd sur le high kick, c'est dommage, mais sinon il gagne le fight. Mais c'est comme ça, c'est une très bonne personne. Ouais, c'est clair, non, ça fait pas mal. Donc c'était une grosse génération, et puis évidemment, pour parler du boxeur de cette génération, ça va être ton neveu. Ouais, Damien. Damien. Pour revenir aux origines, Damien, parce que ton frère, lui aussi, est dans le Mouet. Ouais, c'est ça, ouais. Aussi, j'ai mis toute la famille, en fait. Voilà, tout le monde est dedans. Donc Damien, en gros, c'est dès qu'il marche, vous le mettez au Mouet, quoi. Ouais, non, il commence par la boxe française. Hein. Ouais. Il commence par la boxe française parce qu'il n'y a pas vraiment de compétition vers chez nous. Boxe française, il fait des assauts et tout, etc. Et puis ça commence à se structurer avec la FMDA. FMDA, ouais. Donc, et puis des clubs référents qui étaient là aussi, donc on partait aussi s'entraîner, faire des stages, etc. en Muay Thai. Et puis voilà. Et puis après, à 12 ans, je crois qu'il a arrêté jusqu'à 15 ans. Ouais. Il a fait une pause. Il a fait une pause. D'accord. Puis à 15 ans, il m'a dit je vais reprendre. Il a fait des assauts. Il a même boxé au Boxaco en éducatif. Oui. Ouais, la boxe éducative. J'étais là un jour quand il a fait un classe B à Max Roussier, mais je ne saurais pas te dire c'est contre qui. Il avait gagné sur des coups au corps. C'est tout ce que je me rappelle, sur des crochets au corps. Parce que j'avais un autre élève, mais je sais plus. C'est vrai. Je me rappelle dessus. J'ai une bonne mémoire, mais pas de tout. Ouais. Mais je me rappelle, qu'il a fait ses classes. On commençait à parler de lui quand même pas mal. Il avait. Comment ça se passe les premières fois en Thaïlande? Est-ce que vous voyez qu'il a quelque chose de plus, ou parce qu'il y a le biais aussi. Il y a le papa, il y a l'oncle. Tu dois forcément, tu dis on sait, il est bon, mais on l'entraîne bien. Mais est-ce qu'il y a un moment où vous dites, en fait, il va faire quelque chose de ouf, lui? Oui, on savait qu'il avait des qualités, tu vois, qu'il avait envie. Il avait envie. La première fois en Thaïlande, je crois que c'est à 15 ans. Je lui fais faire un combat à Koh Samui. Il perd le fight, mais il fait un gros fight. Le mec était dur quand même en face, tu vois. Et son premier combat sans protection, il se fait ouvrir un petit peu, il bronche pas.
Puis à partir de là, c'est lui, en fait. C'est lui qui s'est vraiment transcendé, motivé. Vas-y, il faut que je peux pas rester sur ça. Et il voulait vraiment repartir en Thaïlande rapidement. Et deuxième fois, il avait boxé, il était allé sur Kansing, chez Somlak. Ouais. Et donc là, il est resté avec Albert un mois. Et puis après, je les ai rejoints, ils avaient boxé au Raja. Il avait contre Superstar. C'était quand même un Thaï qui était assez coté à cette époque-là. Et là, même les Thaïs disaient, bon, il y a un truc à faire. Même Somlak l'avait dit, toi, si tu restes 2 ans avec moi, tu deviens champion de Lumpini. Ouais. Il avait dit ça. Et donc voilà, c'est là qu'il s'est vraiment mis à 100%. Il m'a demandé s'il pouvait aller en Thaïlande. Ouais. Je savais qu'il était posé, c'est quelqu'un de posé, tu vois, c'est pas un mec. Et puis il est parti, hein. Il est parti à 19 ans. Je lui dis, vas-y, je l'ai aidé aussi, tu vois, financièrement. Voilà, j'étais à lui, la team aussi, enfin voilà. Ouais, il a fait son truc. Est-ce que, parce que toi, pendant que tu te formais en Thaïlande, tu as fait pas mal de camps différents, et des gros camps. Est-ce que vous êtes tout de suite parti avec le Sing Patong ou est-ce que d'abord vous avez fait d'autres camps avec Damien? Non, on a fait d'autres camps. Damien, on a été au propre Amouk, on a été, si je me souviens, il a fait Somlak. Et après, lui, en fait, quand il était chez Somlak, il a été contacté par Noum. Ok. Bon, Noum lui a dit, bon, nous on est là, tu vois, Phuket, je peux t'accueillir, je peux te faire avancer ta carrière, et tout, etc. J'ai des contacts, enfin voilà. Ah ouais, donc il a recruté, quoi. C'est ça, il a recruté, ouais, tout à Ok. fait. Et donc Damien aussi, il avait un peu marre de la morosité de Bangkok. Ouais. Et il a dit, bon, vas-y, Banco, j'essaye. Et puis il est parti voilà, chez nous. C'est une patente. Et à partir de là, l'aventure a continué. Et puis a évolué jusqu'à qu'il fasse ses gros combats, là. Ouais. Après, il a fait sa carrière, hein, comme on le sait, voilà. en Thaïlande, il gagne. Moi, la question, elle va être très simple. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, si je veux demander à Damien, je demanderai à Damien. Qu'est-ce que ça lui fait de gagner une ceinture? Moi, je demande à un formateur français, qu'est-ce que ça fait à un coach français d'avoir un élève qui est champion du Lumpini? Ouais. Bon, franchement, le soir même, on savait que c'était quelque chose de grand, mais on vivait l'instant présent, tu vois. Ouais. Après, derrière, il y a eu très vite des journalistes qui nous ont appelés. Il est passé sur Stade 2 et tout. Je crois qu'il a fait l'équipe, on était tous contents, je crois. C'est ça, l'équipe et tout ça. Et donc on savait que c'était quand même un exploit assez important français, mais aussi international. Ouais. C'était quand même, c'est quand même un mec qui fight, qui monte le ranking là-bas en Thaïlande et qui arrive à atteindre la ceinture de Lumpini, c'est quand même, c'est pas rien. Donc forcément, moi en tant qu'entraîneur, bien sûr, j'étais fier, c'est normal. On peut pas ne pas être fier, tu vois. Et puis c'est vrai un aboutissement pour lui parce que je sais que c'est son rêve de gamin. On avait parlé petit un saut, ah putain Lumpini et tout, ouais, je vais devenir Lumpini, tu vois. Et puis voilà, donc c'est top, c'est top. Maintenant on est loin, ça fait longtemps. Ouais. Les époques ont changé. Les gens n'ont plus de valeur en fait, plus de valeur de ce titre-là à l'instant T, à cette époque-là. Ouais, c'est différent. C'était vraiment un exploit monumental. Ouais. Je pense que ça va être compliqué de le faire comprendre aux plus jeunes. Aux plus jeunes, ouais. Mais en tout cas, on était là, on l'a vécu et Damien, il a fait rêver beaucoup de gens comme nous. Puis après, ça a enchaîné sur d'autres combattants qui ont réitéré l'espoir en fait. Hein. Rafi. Ouais, Rafi, ouais. Rafi, même si c'est pas du tout le même style que Damien, un gros cœur, voilà, il a quand même été 5 fois champion du Lumpini. Et Jimmy. Ouais, pas mal de combattants. Ouais, pas mal. Mais Damien, ça reste le premier à l'avoir défendu. C'est ça, avoir défendu, exactement. Ouais. Et ça, c'est pour moi un champion, c'est quand il défend. C'est ce que je dis toujours. Ouais, tu peux récupérer un truc sur un braquage, peut-être, c'est génial. Si tu l'as défendu, t'es un champion. C'est ça, c'est vrai. Du coup, Rodrigo, atteindre, et là je parle pour le coach, hein, encore une fois, je demande au coach et je demande à la team, atteindre ce sommet-là, est-ce que c'est difficile après de se motiver pour continuer à atteindre des objectifs en tant que coach? Non, en tant que coach, on va dire c'est un pic d'une carrière de coach, mais le but c'est d'essayer d'au moins atteindre. Ouais. Si tu as un élève que tu sais que tu as du potentiel et que tu peux remettre le même processus et que tu peux le transcender de manière à amener à ce objectif-là le plus haut possible. Hein. Ouais. Moi, j'étais toujours motivé à former des jeunes, tu vois, à former des boxeurs et ou entraîner. Il y a beaucoup de gens après qui sont venus me voir pour les entraîner, les faire suivre leur carrière en fait. Et c'est toujours motivant. Moi, même encore aujourd'hui, hein, j'ai des jeunes qui sont là, qui ont des capacités, qui ont aussi des rêves, et puis je respecte tout ça. Donc à partir de là, si on peut aller jusqu'à haut, par contre, ça là, je sais le travail qu'il faut fournir. Ouais. Je connais le travail qu'il faut fournir pour arriver à un tel niveau, et d'autant plus maintenant où il y a beaucoup plus de
combattants de très haut niveau, donc il faut vraiment être motivé et savoir les sacrifices qu'on est prêt à faire pour aller en haut. Ouais. C'est sûr. Et donc ça c'est quelque chose que non, j'aime la performance. J'aime la performance. J'entraîne pour ça. Voilà, je suis quand même assez rigoureux j'essaie d'être rigoureux dans tout ce que je fais et je suis exigeant parce que je connais l'exigence du haut niveau. Ouais, c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre que c'est pas tout le monde qui peut réaliser ça. Et je parle pas que du combattant, je parle aussi du coach. Il a besoin de quelque chose. Il a besoin d'une expérience, il a besoin d'un parcours pour comprendre ce qu'on a besoin pour arriver à accompagner un combattant. Ton neveu, pas ton neveu, on s'en fout. Ramener un combattant en fait à ce très haut niveau-là, au plus haut niveau possible de ton sport, c'est vraiment pas facile. Donc ouais, après ça, je sais aussi que tu as organisé pas mal de galas à Bordeaux, ce qui t'a permis de faire revenir Damien, des gros combats en plus. Ouais, des gros combats, ouais, tout à fait. Ouais, j'avais fait boxer, je fais venir pas mal de tailles aussi à une époque avec Damien, Aziz, enfin pas mal de combattants. C'était sympa, c'est vraiment encore une belle époque de Bordeaux, hein, tout le monde m'en parle. Hein. T'es plus là, il n'y a plus de galas et tout. Ouais. Mais bon, c'est plus compliqué maintenant avec la visibilité. Avant, il y avait Combat Sport, je faisais venir Combat Sport, il y avait des choses qui étaient quand même assez sympathiques. C'est pas facile aujourd'hui, c'est différent. On me pose beaucoup la question, vu que je bosse pour RMC Sport, on m'en parle beaucoup, mais écoute, pour l'instant, le MMA est devant. C'est pas facile. J'essaye. Un jour, j'y arriverai. Je pense que ça va se rééquilibrer. Il faut juste qu'on apprenne à se valoriser un peu plus. On est d'accord. La nouvelle génération. On est d'accord, ça c'est clair. Mais du coup, après ce que tu as fait, former, gérer une team à Bordeaux et organiser des galas, tu décides de monter à Paris. Ouais, j'ai décidé de monter à Paris, c'est un choix. Voilà. Et parce que c'est vrai que j'avais fait le tour à Bordeaux, j'avais en termes de sportif. Hein. Ouais. Après voilà, je suis monté aussi à Paris pour des raisons personnelles également. Maintenant après j'ai enchaîné, je suis arrivé sur Paris. J'ai fait quelques clubs, j'ai entraîné, j'ai testé un petit peu, j'ai cherché un peu, j'ai monté mon association aussi dans 91. Je commençais là-bas où j'ai formé quelques combattants que j'ai encore. Un combattant, la Sana Koulibaly, qui est avec moi depuis 10 ans. Je viens de voir là, il y a un mois, gagné à Viltanez. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc voilà, après je suis passé par le MMA Factory, j'ai fait 2 ans de Muay Thai là-bas, où j'ai entraîné, j'avais aussi Mohamed Souane qui m'a suivi aussi de Bordeaux. Ouais. Et je l'ai eu à 15 ans. Mohamed Souane, on a bien en parlé, mais c'est un combattant hors pair aussi. Pour moi, c'est le seul vrai héritier de Danny Bill. Ouais. Franchement, avec ce coup d'œil, cette aisance qu'il avait, à mettre des coups avec précision et pratiquement, on dirait qu'il faisait ça naturellement. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça, tu vois, dans la capacité d'être un naturel pour ce sport, tu vois, que ça soit tout naturel. J'ai vu ça que chez Danny. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on nous souvent dit ça et on lui a dit ça aussi. Et il connaissait pas forcément, donc je lui ai montré les vidéos de Danny. donc voilà. Et Danny, pour l'anecdote, je l'ai fait venir à Bordeaux pour un stage. Ouais. Je l'avais fait venir, il y a fort longtemps. et donc voilà. Même aussi Jean-Charles Karmowski. Farid Villaume aussi. Et puis ensuite, à Paris, il y a quelque chose qui va être intéressant, hein, parce que de toute façon, tu as recréé ta team, la team Alamos, maintenant tu es bien établi ici, tu as tes compétiteurs, ça tourne beaucoup. Mais il y a une autre casquette maintenant, c'est que tu es coach de striking pour le MMA. Pour le MMA, ouais. Et tu as un élève important qui vient de faire quelque chose de très important. Moi, c'est Nassourdine Imavov. Nassourdine, qui vient de battre Israël Adesanya par KO. C'est ça. Alors déjà, ma première question, c'est comment ça s'est fait, cette connexion? La connexion s'est faite au moment de la transition de team. Younes, son manager, qui est un Nakmoy à la base. Hein. Oui, exactement, qui était chez Bilos. Chez Bilos, c'est ça. Donc, il m'a contacté tout simplement. Il m'a dit, voilà, est-ce que... Voilà, moi, je suis manager maintenant de combattant MMA. Est-ce que tu t'intéresserais d'entraîner un top fighter? Il m'a pas dit que c'est Nassourdine. Ok. Moi, j'ai pas réfléchi. Moi, j'ai dit, vas-y, let's go. En plus, c'est vraiment... en tant qu'entraîneur, c'est un défi, tu vois. Ouais. C'est un challenge de dire, vas-y, je vais essayer de diriger mes connaissances et de transformer, d'adapter, etc. Et sur un athlète de haut niveau. En plus, quand je dis Nassourdine, c'est vraiment du haut niveau. Donc à partir de là, tu vois, c'est d'autant plus facile de venir poser une méthode et puis amener quelque chose. Ouais, sachant que tu bosses en collaboration avec Nicolas Haute. C'est ça.
notamment, hein, parce que je sais aussi que qu'il y a une team, il y a le frère de Nassourdine, etc. Ça, la guerre, Et comment tu arrives justement à t'intégrer dans cette team? Parce que toi, tu as l'habitude, à ce moment-là, ça fait 20 piges que tu es coach principal, toi. Et là, en fait, tu intègres une team et toi, tu viens avec un savoir spécifique. Ouais, c'est ça. Spécifique. Ben écoute, moi, Nicolas, je le connaissais déjà de Human Factory. Ouais. Il m'avait sollicité pour l'entraîner aussi pour son championnat du monde amateur quand il a, je crois qu'il a perdu en finale, je pense, je me rappelle plus. Les gars, les champions, je me rappelle plus. Donc du coup, là, on se connaissait, il y avait quand même l'affinité, quand même une personne qui est assez ouverte, qui est un entraîneur qui sait écouter et qui sait composer avec les gens, avec les forces présentes, les forces vives. Donc à partir de là, quand tu as cette atmosphère, cet environnement qui est de partage et d'écoute et puis chacun donne son avis et puis on analyse, on réfléchit et puis voilà, on sort quelque chose de bien. Et puis il m'a laissé de suite, libre expression. On m'a pas dit tiens, travaille sur ça, etc., etc. Il savait très bien ma polyvalence, me déplacer comme en boxe anglaise se le faire, boxe française se le faire, Muay Thai, les transitions Muay Thai, lutte MMA, il a très bien vu que je pouvais éventuellement rapidement le faire. Ouais, en fait, tout ton bagage, tout ce que tu avais d'avant, de tes débuts, ça t'a permis en fait de t'adapter et d'avoir des clés stratégiques pour les donner à Nassourdine. Toi, quand tu commences à le coacher, donc tu dois le préparer face à ses adversaires, c'est quoi le constat que tu fais par rapport au niveau de striking des combattants de MMA? Parce que moi, je dis toujours, c'est pas des combattants d'élite debout. Non. En fin de compte. C'est ça. Mais comment tu fais, toi, justement, pour ramener quelque chose à Nassourdine en lui disant, c'est pas du mouet qu'on va faire, parce que de toute façon, tu fais un sport différent, mais je vais pouvoir t'apporter certaines choses. C'est ça. Toi, c'est quelque chose que tu avais repéré, par exemple, on va travailler en PAM, ou est-ce que tu t'es adapté à Nassourdine et t'as ajusté? Déjà, il y avait 2 mois de préparation pour Dolizé. Ouais. Donc, moi, je lui dis directement, moi, je veux pas changer ta boxe. Par contre, je veux t'améliorer tes appuis, ta distance, ta stabilité, apporter des combinaisons que tu maîtrises déjà, mais peut-être que tu étais moins percutant. Sur les 3 premiers sparring que j'ai vus, j'étais venu rapidement, j'étais venu présent voir ces sparring. Il y avait beaucoup de déchets au niveau de l'équilibre, sur la droite, il sautait un petit peu. Beaucoup de mobilité, beaucoup de mouvements parasites. Moi, c'est ce que je trouvais en tout cas. Exactement. Donc, poser un peu tout ça, savoir aussi gérer les bonnes distances. Ouais. D'accord, vraiment, si tu casses la distance, que tu sois capable d'accélérer et pouvoir sortir aussi, ou travailler tes défenses de lutte, etc. Ouais. Le corps à corps, les coups de coude, tout ce qui est contre-cage aussi. Voilà, et aussi utiliser ses jambes, parce que ses jambes, même si elles ne sont pas extraordinaires, si tu les mets, ça fait mal. Ouais, bien sûr. Donc savoir les utiliser, savoir les apprivoiser, et puis au fur et à mesure construire. On n'a pas eu vraiment des phases sur la non-nuit qui aiment passer 2 ans là, où on a vraiment pu ancrer vraiment un apprentissage, parce qu'à chaque fois il y a des préparations. Ouais, bah oui, c'est ça le problème avec le MMA. C'est ça. tu prépares un mec à chaque fois et t'as pas beaucoup de temps pour travailler certaines bases. Ouais. Pour vraiment ancrer un apprentissage et vraiment perfectionner quelque chose. Donc, mais on a quand même fait des choses intéressantes. Au fur et à mesure, chaque combat qu'il faisait, il y a eu de la progression, il y a eu des liaisons, il y a eu des choses intéressantes. Bah, tu commences avec Dolizé, comme tu le dis. Dolizé, il envoie au tapis, il le finit quasiment. Ouais, donc on voit déjà une différence d'impact. C'est ça. Il finit canonnier. Personne finit canonnier. C'est ça. Et lui, il le finit. Et derrière, tu mets KO un des plus grands combattants de l'histoire de cette catégorie de poids à l'UFC. Quand on te dit que c'est Adesanya qui doit boxer, que Nassourdine doit boxer à Adesanya, donc tu sais, toi, que c'est un kickboxer, c'est un striker. Ouais. T'es plutôt content, j'imagine. Ouais, je suis content. Je suis content, bien sûr. Et je suis content d'autant plus qu'il y a pas mal de monde qui dit que ça va être compliqué pour lui. Ouais. Et moi, je souris parce que on a tous vu la progression. Et puis nous, on voit la progression aussi à l'entraînement. Ouais. Et puis le camp aussi qui a été structuré par Nico, la qualité du camp et la lucidité qu'on a eue pendant tout le camp, même pendant la Fight Week, même pendant le combat. Voilà, moi, j'ai pas eu de surprise, quoi. J'ai pas eu de surprise de ce côté-là. Ah, vous avez bien travaillé, vous avez exploité une erreur qui fait beaucoup. Moi, c'est un mec dont je suis la carrière depuis très longtemps. J'ai vu la plupart de ses combats en kickboxing, je les ai vus en K1 et tout. Bien sûr, il y a toujours eu ce problème-là de gestion de la distance quand il change de garde. Des fois, il change de garde pas à bon escient en plus. Et vous avez tout de suite puni. C'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé, ça, dans le camp? Ouais. Sur les changements de garde, justement, il faut les casser à distance de suite. C'est là qu'il y avait ce moment-là de dangereux pour lui. Et d'autant plus que Nassourdine est super explosif, tu vois. Il peut être là et puis en dessous. En fait, moi, c'est le fait qu'il rentre la droite.
Ouais. Bah, écoute, c'est mortel et ça gagne que par coup. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la vitesse avec laquelle il a couvert la distance. La distance, exactement. C'est vraiment un truc de fou. Ouais. C'est là que tu comprends qu'il a reconnu en fait quelque chose qu'il avait vu en préparation et qu'il a pu accélérer et mettre à Adesanya. Qu'est-ce que tu penses que c'est le futur pour pas ce qui est en coulisses? Est-ce que toi en tant que coach, tu vas me dire que oui, tu crois qu'il va devenir champion. Mais est-ce que tu penses par rapport au champion qu'on a aujourd'hui, Dricus et Strickland, je sais pas c'est qui sera son prochain adversaire, est-ce que tu penses qu'il peut encore passer un step? Oui, il peut toujours passer un step. Il est jeune, il sait très bien que c'est une période phare de son parcours sportif. Ouais. Donc, il reste toujours focus et lui, je pense qu'il peut encore progresser. Et il va encore progresser. De toute façon, chaque combattant qu'on va préparer pour lui, ça va le faire progresser. Ah bah ouais. Dricus, on sait très bien que c'est pas une boxe super esthétique, c'est dangereux, il est dur. Donc il faut être stratège, il faut être précis, il faut aussi être varié. Parce qu'il est fort si on est costaud en lutte aussi. Non, je pense que tout ça va faire qu'il va être obligé de s'entraîner, et nous aussi. On va mettre en place un camp, quelque chose qui va encore une fois le faire progresser. Est-ce que là, il n'y a que Nassourdine que tu accompagnes en MMA ou est-ce que tu as quelqu'un d'autre? Là, je m'occupe en striking aussi de Oumar Sy. Ouais. Oumar Sy, et voilà, franchement, c'est pareil, on a bien se matché, on a très très bonne mentalité. Je le prends au PAO, il vient en ses préparations. Ouais. Là, c'est vrai qu'il s'entraîne beaucoup plus maintenant à Miami. Ouais, Miami, ouais. Il arrive à Miami sur ses prépas. Ouais. Mais quand il est là, on se voit 2-3 fois par semaine. Ça sert pour les réglages, pareil, hein, les appuis, l'explosivité, les changements de distance, une variété technique aussi, le clinch, le corps à corps, les coups de coude, enfin tout ce variété que peut apporter le Muay Thai. Et l'anglaise aussi, je lui apporte pas mal en anglaise. Ce travail de vitesse de bras. Et puis voilà. Après, je m'occupe aussi du pôle élite du US Metro, les jeunes. Okay. Donc, je m'occupe du striking avec eux, je le vois une fois par semaine. Chose que je vais développer aussi avec eux. C'est intéressant de les prendre justement d'amateurs et voilà. Ouais, de les faire évoluer, ouais. Donc il y a beaucoup à faire. Tu vois, un striking efficace rapidement. Maintenant, là, tu es en train de développer une méthodologie, donc ça va être intéressant pour d'autres coachs de moi aussi, parce que tu es en train d'ouvrir une opportunité, une avenue en fait avec une synergie entre les deux sports, et puis on se rend compte, je pense qu'aussi les combattants de MMA, ils se rendent compte que le Muay a beaucoup à apporter vraiment quand t'es avec la bonne personne en tout cas. Exactement. Avec le bon coach qui a la vraie connaissance. La connaissance et puis cette capacité de faire une transition et de mettre des ponts entre le MMA et le Muay Thai. Après voilà, avec Nassourdine, Dagir aussi, Nico, toute l'équipe, j'ai beaucoup appris. Oui, bien sûr. C'est encore une fois, c'est du haut niveau. je peux pas dire que je vais apprendre des choses. Nicolas, on sait que c'est quelqu'un qui est très dans le détail. Voilà, exactement, dans le détail. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de partir à chaque fois au sparring MMA, ou au sparring technique, ou les drills techniques, pour justement comprendre et aussi évoluer en tant qu'entraîneur et proposer des choses qui sont pertinentes. Ouais, non, mais bien sûr, c'est important. Et puis, il y a des choses que tu peux que comprendre si tu es là et si tu regardes et si tu suis. Depuis que je commande du MMA, je fais du grapp. Moi, je suis un pur nat moi. Je suis parti faire du grappling parce qu'il fallait que je comprenne ce que je commente. Dans certaines positions, certaines choses, si tu les vis pas. Voilà, c'est une démarche logique. Et d'entraîneur ou de personne qui s'investit sur un projet. Ouais, exactement, c'est clair. Pour conclure, je vais avoir deux questions, avoir une mot de la fin. Qu'est-ce que tu penses du One? Du One. Du One, c'est une version du Muay Thai qui est très très limitée pour moi. Le Muay Thai c'est beaucoup plus riche que ça. Donc maintenant à partir de là, c'est sûr que c'est un sport à part. C'est pas du Muay Thai, c'est du Muay spectacle, du Muay show avec des petits gants d'autant plus. Donc voilà, donc c'est forcément il y a aussi le bonus qui est là. Donc les gens ils vont forcément chercher le KO, le combat dur, 10 000 $, c'est pas rien. Donc voilà, je pense que ça a été bien quand même. Ça a rapporté un peu de lumière au Muay Thai par rapport au MMA. Ouais. Mais c'est pas du Muay Thai, mais faut s'appuyer dessus pour construire quelque chose derrière, pour refaire revenir le Muay Thai sur le devant de la scène. Même si le MMA va toujours prendre maintenant une belle partie de la lumière. Mais je pense que le Muay Thai a encore ces beaux jours. J'ai des compétiteurs, je suis blindé tous les soirs avec les loisirs. Et tous les clubs sont remplis de Muay Thai. Donc, maintenant, il faut juste faire un gros travail et qu'on soit lucide et concentré.
Bah écoute, ma dernière question, c'était ton regard sur le Mouet. Tu m'as donné la réponse en conclusion comme ça. Donc écoute, c'est parfait. Merci beaucoup, Rodrigo, de m'avoir reçu. Merci à toi. C'était au top. Merci beaucoup et puis au plaisir. Au plaisir, Baba. Merci à à bientôt. toi. C'est cool. Ciao. Merci à toi. Merci, Rodrigo. Merci.